Cohen. The President-elect of the United States of America, Donald Trump. C'est ça la grande leçon, c'est une leçon de liberté. Si les peuples réservent autant de surprises dernièrement aux élites, c'est parce que les élites sont complètement déconnectées. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Je veux être le porte-parole de la majorité silencieuse qui dit maintenant « ça suffit ». Je dis non à la démagogie qui dresse les Français les uns contre les autres. Mon rêve, c'est de réconcilier ces deux France en disant la vérité, qui est le contraire du populisme. RTL dimanche soir. Le MacPaul. Voilà, florilège de réactions politiques françaises à l'élection de Donald Trump. Et c'est de là qu'on va partir pour notre débat de ce soir. Olivier Mazerolle, vous êtes bien sûr toujours avec nous, en compagnie de Guillaume Roquette du Figaro, bonsoir. Bonsoir. Et de Christophe Jacubizine de LCI, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous ici, je vous apprends rien, on a eu une élection présidentielle dans 6 mois. Est-ce qu'un coup de tonnerre politique analogue à celui qu'a été l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche peut se réaliser ici, Guillaume Roquette? Aujourd'hui, ça paraît peu évident pour au moins 2 raisons. La première, c'est que Donald Trump était l'outsider parce qu'il parlait contre le système. Mais il était en même temps dans le système. N'oublions pas qu'il avait été investi par l'un des 2 principaux partis. En France, on compare souvent Marine Le Pen à Donald Trump, mais Marine Le Pen, elle n'a pas été investie ni par le Parti Socialiste, ni par les Républicains. Puis il y a une deuxième différence, c'est qu'il y a un taux d'abstention très élevé aux États-Unis qui donne une grande incertitude sur les campagnes présidentielles. Il y a presque un Américain sur 2 qui vote pas à la présidentielle. Donc tout ça faisait que le terrain était peut-être plus mouvant qu'il ne l'est en France aujourd'hui. D'accord, Olivier Mazerolle? Moi, je crois que ça peut jouer dans les 2 sens. Ça peut désinhiber les électeurs qui peuvent se dire, après tout, maintenant, si les Américains se payent le luxe d'élire Donald Trump, pourquoi nous, on n'irait pas voir ailleurs? Parce qu'il y a quand même, en France, une grande envie de donner un coup de pied dans la fourmilière et de se débarrasser d'un certain nombre de politiques connus. Que ce soit juste ou pas, la question n'est pas là. Ce sentiment, il existe. En même temps, on voit que les premiers jours de Donald Trump, président élu, comme dit François Hollande, sont assez balbutiants. Donc, que va-t-il faire concrètement, réellement? Ça va être important pour que les électeurs français, peut-être, se décident au mois de mai prochain. Donc, les mois à venir seront à suivre. Néanmoins, est-ce qu'une digue a sauté, Christophe Jacubizine? Oui, moi, je pense que l'effet est... Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait un effet Trump, pas du tout d'ailleurs. En revanche, je sais que pour l'élection présidentielle, on a beaucoup d'étapes où on peut avoir beaucoup de surprises. C'est-à-dire qu'on est à 1 semaine de la primaire de la droite et on commence à se poser la question, même entre nous dans le couloir, on disait quand même, la montée de Fillon, jusqu'où ira-t-il? Est-ce qu'il aura assez de temps pour se qualifier? Voilà. Après, il y a, est-ce que cette semaine, Emmanuel Macron va enfin être candidat? Après, il y aura la gauche. Est-ce que François Hollande, dans 3 semaines, annoncera qu'il est candidat ou pas? Et est-ce qu'il se fera balayer, s'il l'est, par un Arnaud Montebourg, par exemple, lors de la primaire? Il y a plein d'occasions pour les Français pour faire état et dire leur ras-de-bol et effectivement, comme le disait Olivier, peut-être rabattre les cartes. Alors l'effet Trump, je trouve ça n'a aucun rapport, effectivement. Nous, on vote à 80% en France pour l'élection présidentielle, les Américains à moitié. On sait très bien pourquoi les sondages se sont plantés. C'est parce que, effectivement, il y a beaucoup d'électeurs qui devaient aller voter qui sont pas allés, des électeurs qui ne voulaient pas voter qui sont finalement allés. Bref, c'est pas du tout le même contexte. En revanche, là où je suis pas d'accord avec Guillaume, c'est sur l'issue finale, le match du second tour de la présidentielle. Là, il peut y avoir une surprise quand même. Parce que Marine Le Pen, si elle fait avantage. On ne sait pas face à qui Marine Le Pen sera. Voilà. Et comme tout est chamboulé avant et qu'on peut avoir des choses absolument pas prévues, Marine Le Pen face à Monsieur X, je ne sais pas ce que ça peut donner. Moi. Ça avantage uniquement Marine Le Pen ou ça avantage d'autres extrêmes, entre guillemets? Un Mélenchon, il peut émerger, Olivier Mazerolle, de ça? Il va pas vraiment en profiter parce que Donald Trump, on voit bien sur quoi il surfe, il refuse l'immigration. Jean-Luc Mélenchon ne dit pas non à l'immigration. Ouais. Donc il y a un internationalisme, même s'il a été quand même grandement édulcoré, mais quand même qui existe chez Jean-Luc Mélenchon, qui est son talon d'Achille. C'est la force de Marine Le Pen qui, elle, là-dessus, au contraire, est extrêmement offensive. Alors néanmoins, Guillaume Roquette, j'ai bien entendu votre position au début du débat, mais s'il y a des leçons à en tirer de cette élection en France, lesquelles sont-elles? Est-ce qu'il y a des discours qu'il faut rendre plus punchy? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut arrêter de dire? À l'inverse, du côté de la classe politique française, comment faut-il modifier en termes d'attitude? Alors, on n'est pas obligé de se montrer aussi vulgaire et grossier que M. Trump. Mais ça, de toute façon, c'est pas le tempérament français. Ouais. Sur le fond, je pense que
on n'a pas forcément à donner les mêmes réponses que Donald Trump, mais il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Par exemple, le principe selon lequel le libre-échange, c'est forcément formidable et qu'il faut que les frontières soient ouvertes. Eh ben, c'est pas certain. Il y a un certain nombre de millions d'Américains qui travaillaient dans l'industrie et qui ont été ruinés par l'ouverture des frontières. Sur l'immigration, considérer que l'immigration est forcément une chance pour un pays. Eh ben non, ça n'est pas certain. Considérer que... Enfin, personne ne dit ça, Guillaume. L'immigration est une chance pour la France, ça reste encore... La question, c'est comment est-ce qu'on la régule et à quel niveau? C'est oui, ça la question. Eh bien justement, alors ensuite, effectivement, on dit, alors il faudra peut-être chaque année s'interroger sur le nombre de gens qui doivent rentrer en France. Donald Trump, il dit pas ça, il dit, on va construire un mur. Comme ça, les gens ne rentreront plus. On considère peut-être ça comme extrémiste, mais allez demander aux gens de Calais, où la jungle commence déjà à se reconstituer, eh bien, ce sont des solutions qui sont peut-être simples, très simples, celles de Donald Trump, mais elles méritent d'être discutées et non pas forcément évacuées avec mépris. Christophe Jacubizine, sur la façon de dire tout ça. Ouais, moi j'ai une question plus fondamentale, presque une angoisse personnelle. C'est est-ce que en France, comme aux États-Unis, on va finir par élire les gens qui disent n'importe quoi? Est-ce que les Français ont un niveau, pardon de le dire, mais d'acculturation, d'égoïsme, etc., suffisant pour faire comme les Américains, c'est-à-dire, franchement, Trump, héros de la télé-réalité, il a dit des horreurs sur les femmes, sur les minorités, pendant toute la campagne. Alors bien sûr, on peut dire, comme Guillaume, pardon Guillaume, bon, mais on comprend, au moins, il n'y a pas de questions tabou. Le problème, c'est pas que les questions, elles sont pas taboues, tu as raison, Guillaume. C'est que les réponses, c'est du grand n'importe quoi. Mais le grand n'importe quoi, c'est pas forcément sur le fond. Le grand n'importe quoi, c'est quand il dit qu'évidemment, qu'Obama est l'inventeur de l'État islamique. Ouais. Ça, c'est n'importe quoi. Olivier mais sur l'immigration, il n'est pas américain, Obama n'est pas américain. Mais on peut dire ça et être élu président des États-Unis, quand même. Olivier. Oui, mais la question est de savoir si finalement ceux qui ont voté Trump adhèrent à ses idées ou si tout simplement ils ont voulu aussi manifester un ras-le-bol. Trump, il a surfé sur un sentiment raciste qui existe aux États-Unis. Le problème de la communauté noire et latinos n'est pas réglé. Sur un machisme aussi qui existe aux États-Unis. Le problème des relations hommes-femmes n'est pas réglé. En France, je ne pense pas qu'il y ait un racisme aussi gigantesque que ça. Et les questions des hommes-femmes, bon, il y a encore certainement aussi des avancées à opérer. Mais si on veut que les électeurs votent pour des gens qui racontent n'importe quoi, eh bien, il faut continuer à faire ce que les politiques ont fait jusqu'à présent, c'est-à-dire pleurnicher sur la montée du populisme, mais ne pas entrer dans le détail et ne pas répondre aux questions concrètes qui sont posées. Et c'est ça qui fait que le populisme monte, c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, l'envie de renverser la table est plus forte que la raison. Et ne pas respecter son programme aussi. C'est ça la grande tare des politiques depuis longtemps. Ils ne respectent pas ce qu'ils promettent, ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Et effectivement, c'est l'écueil entre la campagne présidentielle et l'élection. Merci, messieurs, d'être venus débattre de cette élection de Donald Trump et de ses suites. Merci à Christophe Jacubizine. Proprement dit du jour n'est pas politique puisque c'est les commentaires, c'est les commémorations, des attentats du 13 novembre. On en parlera tout à l'heure, juste après 18h30 avec vous et avec le replay du grand jury. Mais on va commencer par l'actualité, les sondages hier de la semaine, on va le dire comme ça. On est à une semaine maintenant du premier tour de la primaire de la droite et du centre. Et on a sur la table un sondage Odoxa publié vendredi soir. Alors Alain Juppé en est toujours le favori, mais il baisse très sérieusement. Il perd 7 points alors que François Fillon, lui, grimpe de 9 points. Ça veut dire quoi? Il y a un vrai mouvement de fond ou c'est une tambouille statistique cette affaire? Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire d'abord qu'on en a marre de la dictature des sondages et qui nous disent ce qu'il faut que nous pensions et quels vont être les résultats. Alors la facilité pour les sondagiers, c'est toujours de nous dire oui, mais on avait prévu à une date X et pas le jour du vote. Oui, bien sûr, comme c'est l'invérifiable, c'est toujours facile à prétendre. Jamais on a vu dans l'histoire des sondages un candidat gagner 9 points en une semaine. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a eu, c'est vrai, et on l'a tous senti, on le disait la semaine dernière ici, un mouvement favorable pour François Fillon. Il est en train, on le sent comme ça, voilà, c'est plus que dans l'air, on l'entend, on le voit, on le ressent, et les sondeurs ne le manifestent pas vraiment. Puis subitement, il y a un sondage qui, là, maintenant, nous dit plus 9. Bon, alors, moi, je ne dis pas qu'il y a de la malhonnêteté là-dedans. Il y a simplement le fait que dans le tripatouillage des chiffres, puisque, en fait, les sondeurs ne donnent jamais des chiffres bruts. Ils rectifient ensuite. À ce moment-là, ils rectifient sur quoi? Puisqu'ils connaissent même pas l'identité réelle ou de ceux qui vont aller voter. Puis il n'y a pas de référence. Voilà. Bref, voilà. Donc, il faudrait quand même que peut-être les médias, pareil, que nous, on se calme un peu avec les sondages, que, vous savez, quand je parle de la dictature des sondages,
c'est quoi? C'est la dictature d'une majorité qui impose une loi. Nous, quand on donne une opinion, on ne donne que notre opinion. Elle peut être totalement erronée, et elle donne lieu à discussion, tandis que le sondage, il vous dit, eh ben voilà le résultat. Alors, qu'est-ce que vous voulez combattre ensuite? Vous abandonnez? Regardez ça, justement, on va continuer de parler de cette primaire à droite. Pas de sondage, mais toujours de chiffres, avec les confidentiels du service politique de RTL. Bonsoir Olivier Bost. Bonsoir Florence. Alors, on entre dans la dernière semaine de campagne avant ce premier tour, et la tension monte entre les deux principaux rivaux. Oui, dans le camp d'Alain Juppé et dans le camp de Nicolas Sarkozy, les entourages se lancent déjà dans une bataille de chiffres, et ce n'est pas sur les sondages qu'il s'écharpe. Demain, Alain Juppé fait son Zénith de Paris. Nicolas Sarkozy l'avait rempli, c'était il y a un peu plus d'un mois. Ce meeting se voulait comme une démonstration de force. L'ancien président voulait démontrer que la mobilisation était de son côté pour le plus gros meeting de sa campagne de premier tour. Et son équipe avait alors expliqué qu'il y avait 6000 personnes. Mais les proches d'Alain Juppé expliquent que c'est totalement faux. La jauge du Zénith, c'est un peu plus de 5000 places assises et pas plus. Et eux, demain soir, feront donc mieux, ils feront plus. Car contrairement au meeting de Nicolas Sarkozy, il n'y aura pas de chaises dans la fosse. Vous savez, cette zone devant la scène, les gens seront debout, comme pour un concert. Et hop, là, il y aura réellement 6000 personnes. 6000 personnes pour écouter et applaudir dans l'ordre. Marielle de Sarnez, la vice-présidente du MoDem, Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, Patrick Devedjian, le patron des Hauts-de-Seine, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, et enfin Alain Juppé. Le tout doit durer à peine plus d'1 heure et demie. Je ne suis pas sûr que cet engagement-là, ils le tiennent vraiment. Allez savoir, en effet. Alors, vous avez aussi une autre bataille de chiffres, toujours dans cette primaire de la droite et du centre. Oui, alors dimanche prochain, pour la soirée électorale, nous aurons les premiers chiffres vers 21h, 21h30 normalement, lorsque les 2000 premiers bureaux de vote auront envoyé leurs résultats. Il s'agira alors donc d'un résultat très très partiel, puisque je vous rappelle qu'il y a plus de 10 000 bureaux de vote. Mais ce premier résultat, comme aucun institut de sondage ne fait de sondage à la sortie des urnes, eh bien ce premier résultat va influencer les commentaires de toute la soirée électorale. Alors comment faudra-t-il interpréter ce premier résultat? C'est là que l'explication est très différente chez les entourages des candidats. Chez Alain Juppé, on explique que ce résultat sera forcément favorable à Nicolas Sarkozy, car les 2000 premiers bureaux de vote, les plus petits, sont surtout en zone rurale, là où Nicolas Sarkozy fait de bons scores. Chez Nicolas Sarkozy, c'est l'explication totalement inverse. C'est Alain Juppé, si on les écoute, qui arrivera en tête en début de soirée, car les bureaux de vote où l'on vote le moins, d'après eux, seront des bureaux de vote dans des villes ou des quartiers de gauche. Et c'est bien connu, les gens de gauche vont voter pour Alain Juppé. Oui, d'accord. Donc la morale de tout ça, c'est grosso modo, il faudra veiller avant d'avoir les résultats que vous aurez forcément dans la soirée spéciale électorale sur RTL, Olivier. Oui, il faudra veiller. Moi, je me souviens d'une élection en Grande-Bretagne, c'était en 1974, qui avait vu la victoire de Harold Wilson. Bureau après bureau, toute la nuit, les résultats changeaient. Il a fallu attendre 10h du matin ou 11h, je ne sais plus très bien, pour savoir lequel des deux avait vraiment gagné. Ça pourrait bien nous arriver. Bon, alors de la primaire à droite, on va passer à la primaire à gauche pour s'intéresser au challenger, Arnaud Montebourg. Bonsoir Vincent de Rosier. Bonsoir. Vous avez suivi l'ancien ministre de l'économie à Lyon et Villeurbanne cette semaine. Arnaud Montebourg rêve de prendre la place de François Hollande. La gauche est en morceaux. Le chef de l'État est au plus bas dans les sondages et encore plus après ses confidences et le livre qui a suivi. Et l'ex-patron de Bercy commence à y croire. Oui, 3 déplacements par semaine pour Arnaud Montebourg. Les yeux sont cernés, mais le regard est vif. Et quand il visite une entreprise, il a le contact facile. C'est combien le mètre carré chez vous? Alors on a toute la gamme. On a du low cost à 60 mètres carrés. Si je veux m'installer, je fais comment pour venir chez vous? Arnaud Montebourg, l'homme politique qui connaît l'entreprise, il a travaillé chez Habitat et il aime le faire savoir. D'accord, mais une campagne, ça coûte de l'argent, Vincent. Il fait comment, Arnaud Montebourg? 130 000 € ont été levés jusqu'ici. Les 50 000 € du PS promis à chaque candidat vont bientôt arriver. C'est sûr qu'à côté des 3 millions d'Emmanuel Macron, c'est pas grand-chose. Alors, il en a fait un argument de campagne. Nous faisons une campagne low cost avec beaucoup de soutien, car nous n'avons pas de milliardaires à nos côtés, nous n'avons pas d'exilés fiscaux. Ce sont des petits dons. Nous voyons bien l'engagement de militants. Et pour les remercier, Arnaud Montebourg envoie son dernier livre à chacun de ses donateurs. Alors, avec les Français, on sent que le courant passe bien. Est-ce que c'est aussi le cas avec ceux qui vont voter quand même à la primaire, à savoir les militants socialistes? En tout cas, il fait tout pour. Dans la petite permanence PS de Villeurbanne, Arnaud Montebourg se pose en grand rassembleur. Les déçus de Hollande, ceux qui sont tentés par Emmanuel Macron, tous sont les bienvenus et il n'hésite pas à dramatiser l'enjeu. Juppé l'emportant l'année prochaine, eh bien, c'est Le Pen dans 5 ans. Devant les militants, il improvise un petit discours et soudain, il fait cette étrange confidence. Il y a 3 personnes qui peuvent rassembler la gauche. Il y a Martine Aubry, Christiane Taubira, moi-même. J'ai dit à Martine Aubry, je l'ai fait savoir, à Christiane Taubira, que si elles étaient candidates, je me retirerais.
parce qu'elles sont meilleures rassembleuses que moi. Elles ne le sont pas, elles ne l'ont pas fait savoir. En conséquence, je suis candidat. Vous l'avez entendu, hein, il serait prêt à laisser sa place. On peut légitimement douter de sa détermination, mais Arnaud Montebourg assure qu'il sait où il va et comment il gagne. François Hollande et Manuel Valls, si on l'écoute, il n'en fait qu'une bouchée. Pour y parvenir, l'ancien ministre est devenu sérieux. Fini les bons mots, les envolées lyriques. Il cherche à se présidentialiser, même si le Arnaud Montebourg d'antan n'est jamais loin. J'ai envie de vous dire, demandez le programme. Il est en vente à 3 € dans toutes les librairies. Vive le socialisme, vive la République. Et vive la France. Voilà, alors reportage RTL de Vincent de Rosier. Olivier Mazerolle, il est déjà en train de s'effacer avant d'avoir commencé, Arnaud Montebourg. Non, il s'efface pas du tout. Voilà. Il veut les rallier. Il veut les rallier à lui pour montrer que finalement il a le désir de le rassembler. rassembleur. Mais vous savez, Arnaud Montebourg, il a commencé à se dire qu'il pourrait être candidat à la présidence de la République il y a à peu près 1 an et demi. Mais à l'époque, il en discutait avec ses copains autour d'un pot et puis c'était un peu comme ça, bon tiens. Et puis il a travaillé. Il a beaucoup travaillé. Maintenant, il y croit vraiment. Il a envie de se présenter. Il a envie de battre François Hollande, de démontrer que la gauche du gouvernement peut être différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il le peut, battre François Hollande ? Oh, c'est possible. En tout cas, voilà. Vous savez, François Hollande, il est tellement bas en popularité à l'heure actuelle que, voilà, c'est possible. Je ne sais pas si ça se produira, mais c'est possible. Bon, on va se retrouver dans un petit instant pour... Donald Trump était l'outsider parce qu'il parlait contre le système. Mais il était en même temps dans le système. N'oublions pas qu'il avait été investi par l'un des deux principaux partis. En France, on compare souvent Marine Le Pen à Donald Trump, mais Marine Le Pen, elle n'a pas été investie ni par le Parti Socialiste, ni par les Républicains. Puis il y a une deuxième différence, c'est qu'il y a un taux d'abstention très élevé aux États-Unis qui donne une grande incertitude sur les campagnes présidentielles. Il y a presque 1 Américain sur 2 qui vote pas à la présidentielle. Donc tout ça faisait que le terrain était peut-être plus mouvant qu'il ne l'est en France aujourd'hui. D'accord, Olivier Mazerolle ? Moi, je crois que ça peut jouer dans les deux sens. Ça peut désinhiber les électeurs qui peuvent se dire, après tout, maintenant, si les Américains... Qui est le contraire du populisme. RTL dimanche soir. Le MacPaul. Voilà, florilège de réactions politiques françaises à l'élection de Donald Trump. Et c'est de là qu'on va partir pour notre débat de ce soir. Olivier Mazerolle, vous êtes bien sûr toujours avec nous, en compagnie de Guillaume Roquette du Figaro. Bonsoir. Bonsoir. Et de Christophe Jacubizine de LCI. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous ici, je vous apprends rien. On a eu une élection présidentielle dans 6 mois. Est-ce qu'un coup de tonnerre politique analogue à celui qu'a été l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche peut se réaliser ici, Guillaume Roquette? Aujourd'hui, ça paraît peu évident pour au moins 2 raisons. La première, c'est que... Cohen. The President-elect of the United States of America, Donald Trump. C'est ça la grande leçon. C'est une leçon de liberté. Si les peuples réservent autant de surprises dernièrement aux élites, c'est parce que les élites sont complètement déconnectées. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Je veux être le porte-parole de la majorité silencieuse qui dit maintenant « ça suffit ». Je dis non à la démagogie qui dresse les Français les uns contre les autres. Mon rêve, c'est de réconcilier ces deux France en disant la vérité. Paye le luxe d'élire Donald Trump. Pourquoi nous, on n'irait pas voir ailleurs? Parce qu'il y a quand même, en France, une grande envie de donner un coup de pied dans la fourmilière et de se débarrasser d'un certain nombre de politiques connus. Que ce soit juste ou pas, la question n'est pas là. Ce sentiment, il existe. En même temps, on voit que les premiers jours de Donald Trump, président élu, comme dit François Hollande, sont assez balbutiants. Donc, que va-t-il faire concrètement, réellement? Ça va être important pour que les électeurs français, peut-être, se décident au mois de mai prochain. Donc, les mois à venir seront à suivre. Néanmoins, est-ce qu'une digue a sauté, Christophe Jacubizine? Oui, moi, je pense que l'effet est... Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait un effet Trump, pas du tout d'ailleurs. En revanche, je sais que pour l'élection présidentielle, on a beaucoup d'étapes où on peut avoir beaucoup de surprises. C'est-à-dire qu'on est à 1 semaine de la primaire de la droite et on commence à se poser la question, même entre nous dans le couloir, on disait quand même, la montée de Fillon, jusqu'où ira-t-il? Est-ce qu'il aura assez de temps pour se qualifier? Voilà. Après, il y a, est-ce que cette semaine, Emmanuel Macron va enfin être candidat? Après, il y aura la gauche. Est-ce que François Hollande, dans 3 semaines, annoncera qu'il est candidat ou pas? Et est-ce qu'il se fera balayer s'il l'est?